J'ai peut-être une très bonne nouvelle pour toi, alors ne bouge pas, mais d'abord, générique. Salut, c'est Max, bienvenue dans ma séquence. Je vais te parler d'une véritable petite révolution pour nous les vidéastes. On est nombreux à utiliser le logiciel Adobe Premiere Pro pour monter nos vidéos, et nous sommes également nombreux à éditer nos vidéos avec des Mac. Mais par contre, on n'est pas super nombreux à utiliser à la fois Adobe Premiere Pro et un Mac. Pourquoi? Parce que Adobe Premiere Pro n'est pas spécialement bien optimisé pour les machines du constructeur à la pomme. Ou plutôt, devrais-je dire, était mal optimisé, puisque l'heure de la révolution a sonné. Explication. Il y a quelques mois, Apple a donné un grand coup de pied dans la fourmilière en sortant ses propres microprocesseurs, les fameuses puces M1, t'en as certainement entendu parler. Et cela a énormément d'avantages. Par rapport aux processeurs Intel, les puces M1 chauffent très peu. Comme elles chauffent très peu, elles sont très endurantes et donc forcément plus performantes que les puces Intel. Car lorsqu'un processeur se met à chauffer, quand on lui demande une tâche qui demande beaucoup de ressources par exemple, à ce moment-là, il doit baisser ses performances sur le moment pour justement refroidir et éviter de tout cramer. Et en plus d'être plus endurants, les M1 ont une autonomie complètement dingue. Si je prends bien sûr l'exemple d'un PC portable en comparant un MacBook Pro par rapport à un ordinateur portable sous Windows avec une puce Intel ou Ryzen d'ailleurs. Mais jusqu'ici, nous les vidéastes qui travaillons avec Premiere Pro, on se sentait quand même plus à l'aise avec un PC sous Windows pour monter nos vidéos. Même depuis la sortie des Mac M1, puisque Premiere Pro pouvait être lancé sur les Mac M1 jusqu'ici, mais ça nécessitait de passer par une machine virtuelle, c'était assez compliqué, donc pas très cool à utiliser. Mais tout ça, c'est du passé, écoute bien ce que j'ai à te dire. Ce matin, je suis tombé sur un article de Frandroid qui parle de la toute dernière mise à jour de Premiere Pro, la version 15.4, qui est nativement compatible avec les processeurs M1 d'Apple. Et dans cet article, il est dit qu'avec les Mac M1, on obtiendrait actuellement les meilleures performances possibles sur Premiere Pro. Écoute bien parce que c'est un truc de fou. Comme le montre le graphique, actuellement, un MacBook Pro 13 pouces, c'est-à-dire un MacBook Pro qui n'a pas de puce graphique dédiée. Donc un MacBook Pro 13 pouces aurait de meilleures performances qu'un PC sous Windows avec une carte graphique RTX 3090. Et ça, c'est un truc de dingue. Personne n'aurait pu croire une chose pareille il y a encore quelques semaines. Et donc, comme le montre le graphique, encore une fois, avec le Mac M1, on met 3 secondes à calculer un rendu, que le PC aurait mis 6 secondes à calculer, autrement dit, on met 2 fois moins de temps avec le M1. Donc, si tu as la chance d'avoir un Mac équipé de la puce M1, surtout n'hésite pas à tester la dernière version de Premiere Pro, qui est donc la version 15.4. Pour ma part, j'ai pas de Mac M1, j'ai un Mac de 2020, un MacBook Pro 13 pouces de 2020, donc encore avec un processeur Intel. Et pour nous qui avons encore des Macs avec des processeurs Intel, c'est aussi une petite bonne nouvelle, puisque cette dernière version de Premiere Pro a été optimisée quand même pour les Mac, et si on en croit le graphique, encore une fois, on mettrait 2 fois moins de temps qu'avec l'ancienne version pour tout ce qui est du traitement de l'image. Donc, pour conclure, c'est cool qu'Adobe fasse enfin un effort pour les utilisateurs de Mac, et je pense qu'à l'avenir, il y a pas mal de vidéastes qui vont migrer de Final Cut vers Premiere Pro. Je parle des vidéastes qui utilisent qui ont l'habitude d'utiliser des Macs. Et pour terminer, je vais répondre à des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Je rappelle que toi aussi, tu peux venir me poser des questions sur tout ce qui touche à l'audiovisuel ou aux nouvelles technologies de manière générale. Pour ça, ça se passe tous les week-ends dans ma story Instagram. Alors, première question de Lost Sawyer. Est-ce qu'un jour, tu feras des vidéos critiques de films? Continue comme ça, t'es super. Alors déjà, merci. Pourquoi pas, ouais, ça m'intéresserait de faire des critiques de films, enfin de donner mon avis en tout cas sur des films, que ce soit au niveau artistique ou au niveau technique, et pourquoi pas aussi sur des courts-métrages ou sur des séries. Ensuite, d'abord l'œuf ou la poule. Je pense que d'abord la poule, qui soit est venue d'un microbe qui est sorti de l'eau, soit c'est le bon Dieu qui l'a créé, ça après, ça dépend des croyances de chacun. Est-ce que tu as des conseils pour s'améliorer sur Photoshop? Ouais, alors le premier conseil que je peux te donner, si tu veux t'améliorer sur Photoshop, si tu as une idée de quelque chose que tu veux réaliser, ok, lance-toi dans ce projet-là, ça peut être une retouche ou un effet sur une photo, lance-toi dans ton projet et va regarder des tutos sur internet. Franchement, tu trouveras tout, on trouve des réponses à tout. Sur YouTube, sur Photoshop et sur tous les logiciels de la suite Adobe, tu trouveras ce qu'il faut. Ensuite, Tony, est-ce que tu pourrais me faire une pub Tic-toi? Ouais,
De toute façon, il y a le compte de Tony qui apparaît. Allez voir son compte, allez vous abonner. Ensuite, question de Corentin, tes inspirations pour créer tes vidéos de d'autres créateurs de chaînes, etc. Alors, les chaînes, en tout cas francophones, que je regarde et qui m'inspirent, il va y avoir Olivier Schmitt, qui fait du très bon contenu pour les vidéastes. Derrière la caméra, qui est pas mal aussi, qui est bien même. Stéphane Couchou. Je regarde aussi Mathieu Misiraka, Emmanuel Pampuri, Cinéastus. Alors, ces trois gars-là, en fait, c'est des gens du métier. C'est ça qui est bien. Il y a un chef-op. Mathieu Misiraka, il est chef-opérateur. Cinéastus, c'est Vincent Tully, je crois qu'il est preneur de son. Olivier Schmitt, il est comme moi, vidéaste indépendant. Ensuite, question de Alex, comment faire passer des émotions dans un film? Alors, il y a plusieurs choses. Pour ça, il y a le jeu d'acteur, très important. Le comédien, il va y être pour beaucoup, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le cadrage qui est important. Hein. Je rappelle que par exemple, plus le plan est serré, donc en gros, plus il y a un gros plan sur le visage, par exemple, plus tu vas pouvoir partager les émotions avec le spectateur, plus tu vas créer une intimité, si tu veux, entre le spectateur et le personnage. Après, ça passe aussi par tout un tas de choses, par la lumière, la prise de son. Donc je dirais qu'il y a une partie comédie et il y a une partie technique. Voilà, c'est tout pour les questions que je vais prendre dans cette vidéo. C'était Max, je te dis à très vite. Ciao!